Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire de Centrale Supélec Executive Education qui portera aujourd'hui donc sur le thème de l'architecture d'entreprise et de sa relation au digital. Alors, pour ce webinaire, vos hôtes sont donc moi-même Pierre-Frédéric Roberti, je suis le responsable des formations à l'architecture du SI et au digital. À mes côtés, Jacques Petit, qui est enseignant dans nos cursus, en particulier en architecture d'entreprise. Et nous aurons à distance Vincent Leclerc, qui est donc architecte urbaniste SI, qui a suivi une de nos formations et qui nous fera donc un retour d'expérience sur ce qu'il a vécu dans la formation à l'architecture d'entreprise. Alors, notre agenda pour ce webinaire, on va être ensemble pendant 1 heure. Nous allons commencer par échanger autour du thème de l'architecture d'entreprise et de son actualité. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans cette discipline avec l'omniprésence du digital? Quel est l'impact du digital sur cette fonction? Et comment l'architecture d'entreprise également peut contribuer à la transformation digitale des entreprises. Ensuite, nous vous parlerons de notre offre de formation autour de l'architecture d'entreprise avec en particulier un certificat, l'Executive Certificate architecture d'entreprise, donc qui vous permet de développer des compétences sur cette thématique. On aura en particulier donc le feedback, le Rex de Vincent par rapport à ce qu'il a vécu dans la formation. Et bien évidemment, nous garderons un temps pour prendre vos questions à la fin du webinaire, l'ensemble donc devant être terminé à la fin de cette heure. Alors, nous allons commencer par un point. Alors, qu'est-ce que l'architecture d'entreprise et pourquoi est-ce que c'est important? Jacques. Merci Pierre-Frédéric. Alors, petite digression, l'architecture d'entreprise, on va commencer par le mot architecture et on va aller voir nos amis japonais. Nos amis japonais ont une particularité, c'est qu'ils aiment bien les choses anciennes et ils les conservent parce qu'elles valent le coup, comme on dit. Et leur architecture est complètement dans ce sens-là. Vous avez une notion du tatami qui existe depuis plusieurs centaines d'années et qui est toujours présente dans leur architecture physique de leur lieu d'habitation, leur lieu de vie. Et actuellement, ils sont capables, par rapport à ça, de démultiplier ces éléments-là et d'aller sur des éléments beaucoup plus complexes, mais à polyusage, je dirais. Et donc, par rapport à ça, là, je vous ai donné une image d'une école par rapport à la canicule qu'on a vécue la semaine dernière. On a une image donc avec une école où, à un moment donné, il y a le réfectoire et de l'autre côté, on a la même chose où les enfants sont au milieu d'une piscine, mais dans le même lieu. Cette polymorphisme de cette architecture, c'est ce qui nous intéresse aussi par rapport à ce que j'appelle les systèmes d'information que nous ne voyons pas. Le slide suivant vous montre au niveau de leur architecture la possibilité qu'ils ont la capacité de faire plein de choses différentes, mais avec des composants qui se ressemblent pas mal. Et les principes liés à ça, effectivement, on les retrouve quand on a joué, quand on était tout petit, en tout cas pour ma part, quand on a joué au Lego. Donc, par rapport à ça, je repasse la main à Pierre. Oui, donc on voit que en fait, aujourd'hui, les entreprises sont dans un environnement qui est marqué par l'omniprésence des technologies du numérique, qui viennent bousculer leur offre, leur positionnement, leur modèle d'affaires, leur processus interne et jusqu'à leur culture d'entreprise. Et on est dans un monde qui est en transformation permanente, où tout s'accélère. Et c'est ce qu'on appelle le monde VUCA, du nom de l'acronyme, qui caractérise donc le monde dans lequel les entreprises fonctionnent aujourd'hui. Alors sur le slide suivant, on a effectivement la définition de ce terme VUCA. C'est un terme que on connaît depuis les années 80 dans l'armée américaine, au moment de la chute du mur de Berlin, quand ils ont redéfini l'environnement géopolitique mondial. Et ça s'est réapproprié, je dirais, dans les entreprises à partir de 2002. Les 4 lettres, donc volatile, incertain, complexe et ambigu, caractérisent le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous avons plus la maîtrise finalement de ce qui se passe et où on doit faire face à cette volatilité, cette incertitude et cette complexité. Et les entreprises doivent s'adapter en permanence. Et quelque part, le numérique alimente cet environnement-là, mais ça devient la normalité, ça devient le quotidien des entreprises. Donc, elles doivent faire avec ça. Et on va voir que
avoir une pratique d'architecture d'entreprise, ça aide aussi à se structurer, à avoir une vision et à évoluer dans cet environnement compliqué qu'est le monde VUCA. Une des premières caractéristiques, c'est la suivante, c'est la complexité. Alors, cette image, si vous voulez, elle symbolise un petit peu une certaine complexité qui est surtout due à la multiplicité des composants, à la multiplicité des liens, à la multiplicité des changements qui vont avoir lieu. Et l'entreprise doit gérer tout ça en permanence. Et l'architecture d'entreprise, un de ses objectifs, justement, c'est d'essayer de maîtriser cette complexité, de se donner une vision globale de ce qu'est l'entreprise et d'essayer de l'aider à planifier ces différents changements et à s'adapter très régulièrement. Le numérique ayant tendance à faire exploser justement cette complexité dans l'entreprise de par toutes les potentialités qu'il délivre. Alors, un petit commentaire là-dessus, Jacques? Tout à fait. Un éclairage sur le slide suivant, vous avez 5 images différentes qui toutes ont trait à la complexité. En haut, vous avez la carte de France du réseau électrique de notre cher distributeur d'électricité RTE. Vous avez donc cette complexité avec les interconnexions et les lieux géographiques. On pourrait penser aussi à une carte géographique avec toute cette complexité-là. Et on doit gérer ce qui circule aussi au travers de tous ces tuyaux-là. Il est évident que l'informatique n'existant pas, tout ça serait strictement impossible puisque on est dans un domaine où tout est informatisé. En dessous, je vous ai mis le TGV qui est tout simplement quelque chose qui a vu le jour, pareil, grâce à l'informatique avec les simulations qu'on a pu faire, pareil pour Boeing. En dessous, c'est les centres de serveurs qui se sont multipliés et qui sont d'une complexité rare. Et vous avez une carte des États-Unis avec le réseau lumineux vu de l'espace. Et c'est clair que l'informatique nourrit la complexité que lui-même va prendre en compte. Et effectivement, on est maintenant sur des dimensions où, quand on parle de big data, c'est parce que les gens sont débordés dans leur système d'information par des multiplicités de données qu'ils ne savent plus interpréter. À titre d'exemple, pour l'A380, le nombre de pièces à gérer, c'est très précisément 1 386 927. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est possible. Maintenant, ça n'est plus possible d'imaginer autrement qu'avec de l'informatique. Donc, l'architecture d'entreprise propose tous les outils qui permettent effectivement de maîtriser cette complexité. Mais hélas, l'informatique vient rebouleverser ça constamment avec des évolutions technologiques dans tous les sens permanentes. Alors, slide suivante. Donc aujourd'hui, le numérique a totalement fait évoluer les systèmes d'information d'entreprise. On est passé, il y a quelques décennies, d'un système d'information qui était plutôt fermé et géré en interne par l'entreprise pour ses propres besoins, à un système d'information qui s'ouvre vers l'extérieur, qui va permettre à l'entreprise de se connecter avec ses clients et avec ses partenaires, qui va pouvoir utiliser des ressources informatiques qui ne sont plus dans ses propres centres de données, donc en particulier grâce au cloud computing et dans sa version publique. L'explosion du nombre d'applications sur différents types de devices, des smartphones, des tablettes, et maintenant également l'explosion des objets connectés. Donc, c'est source de création de valeur pour l'entreprise, bien évidemment, mais c'est aussi source de complexité, parce que c'est beaucoup de nouvelles technologies qu'il va falloir maîtriser et qu'il va falloir donc intégrer avec son système d'information tout en garantissant la sécurité de l'ensemble. Donc, c'est un beau défi. Alors, sur la slide suivante, on a un petit peu ce qui nous attend aussi. Vous savez que l'Internet des objets, comme on l'appelle, c'est-à-dire un ensemble d'objets connectés qui viennent, je dirais, augmenter nos vies. On parle de smart city, de smart home, la maison connectée. Et il y a également, bien évidemment, des applications dans le monde de l'entreprise, notamment ce qu'on appelle l'Internet des objets industriels, où les entreprises vont pouvoir piloter leur ligne de fabrication grâce à des capteurs qui leur permettront de mieux maîtriser tout ça. Eh bien, c'est un petit peu le futur du SI, et on va avoir une explosion du nombre d'éléments qui sont connectés à notre système d'information, qui vont remonter des données qu'on va devoir traiter. Et donc, cette complexité augmente également. Il va falloir quelque part gérer une architecture d'ensemble cohérente qui intègre l'ensemble de ces nouveaux objets avec toutes leurs potentialités.
Alors, slide suivante, on a donc vu à l'instant une des dimensions très importantes de VUCA qui est la complexité, renforcée donc par les technologies, et une autre composante, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude et l'ambiguïté. Et par rapport à ça, dans un monde digital, les entreprises ont opté pour la solution qui est l'agilité, c'est-à-dire délivrer des solutions de manière itérative, pas à pas, en apprenant à chaque pas. Donc, on a basculé de plus en plus dans des méthodes itératives basées sur ce qu'on appelle la boucle de feedback, c'est-à-dire je teste quelque chose, je crée une première version, je la teste, je regarde comment elle se comporte, j'analyse, je tire des enseignements de cette version et j'itère sur une version N+1. Donc, toutes les méthodes aujourd'hui utilisées dans les projets digitaux, que ce soit du Lean Startup, que ce soit du Design Thinking, que ce soit les approches agiles de l'IT avec Scrum ou Kanban, sont des méthodes qui sont basées sur cette boucle de feedback. On voit ici le Build, Measure, Learn de Lean Startup. Ce qui est important, c'est la boucle de feedback qui nous permet de combattre l'incertitude en apprenant progressivement, itération après itération. Donc, il y a cette notion d'apprentissage continu également qui est importante. Donc ça, pour adresser une des dimensions importantes de VUCA qui est l'incertitude. Point suivant. Alors Jacques, il a un petit commentaire très intéressant avec l'éléphant. Alors, c'est pas lourd, hein, mais c'est quand même pas léger non plus. La problématique numéro 1 des systèmes d'information, surtout dans les grandes entreprises, c'est en fait leur existant et leur historique. On est obligé de construire sur quelque chose qui existe et qui est toujours vivant. On n'est pas sur quelque chose from scratch qu'on vient de créer. Donc, le fameux éléphant que vous voyez au centre, c'est pour matérialiser un petit peu cet existant de système d'information sur lesquels on doit obligatoirement s'appuyer puisque c'est ça qu'utilisent les utilisateurs. Et derrière, la personne qui fait le, le poirier, là, l'équilibre, il est en train d'essayer justement de faire évoluer ce pachyderme qui est en train d'avancer et d'aller vers des vertigineuses, je dirais, contrées, ou alors il est peut-être en train de traverser une très grande vallée avec 1000 km en dessous ses pieds. Non, le système d'information n'a pas le choix, il doit devenir agile parce que l'entreprise ne peut pas survivre si elle ne bouge pas dans le cadre de son système d'information dont elle ne peut plus se passer. Slide suivante. Alors, on parlait d'agilité. Les méthodes agiles existent depuis longtemps dans le système d'information. En gros, depuis les années 90, on fait déjà du Scrum. Ce qui est un petit peu nouveau, on va dire, depuis 2007-2008, c'est qu'avec l'émergence des géants du digital, l'agile devient la norme. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises, sur leurs nouveaux projets, vont choisir, ce qu'on se disait à l'instant, de partir sur des méthodes itératives. Et donc, ça devient vraiment les choix principaux de toutes les équipes projets dans les entreprises que de fonctionner sur ce mode-là. Donc, ça a existé pendant longtemps au sein des équipes informatiques. Maintenant, c'est généralisé dans tout type d'équipe projet. Et cette étude d'HP en 2015 montre bien que sur les projets récents, eh bien, quasiment tous les projets sont maintenant avec une composante agile et l'agile devient majoritaire dans les entreprises. Donc, il va falloir prendre ça en compte et ça a un impact. La raison pour laquelle on en parle, c'est que ça a un impact sur la façon de faire de l'architecture qui doit s'adapter aussi à ces modes de fonctionnement beaucoup plus itératifs dans les projets. Alors, slide suivante. Donc, on va voir que le digital et en particulier la généralisation de l'agilité va avoir un impact sur la fonction d'architecte. Et donc, il va falloir que l'architecture d'entreprise s'adapte à ce nouveau contexte. Alors, le rôle de l'architecte, dans l'absolu, et ça reste pour moi tout à fait valable, même dans un monde VUCA, c'est que on doit fournir une vision commune et partagée de l'entreprise et de son système d'information à l'ensemble des parties prenantes et être capable d'aider l'entreprise à définir une vision et à réaliser cette vision. Donc, on va travailler sur son existant, être capable de le cartographier, de le maîtriser et en même temps identifier en fonction des priorités stratégiques de l'entreprise où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre cible et du coup comment on transforme
l'entreprise et ses systèmes d'information pour atteindre ses objectifs stratégiques. Donc, vous voyez là, vous avez l'image classique de l'architecte qui travaille avec des plans. Donc, on travaille beaucoup avec des représentations graphiques qui permettent de modéliser finalement le système d'information et de montrer quelles sont les principales options d'évolution et donc d'aider les décideurs à définir une feuille de route de transformation du SI, d'intégration donc des nouvelles technologies dans le fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est le rôle historique de l'architecte qui continue à avoir, parce que dans la complexité du monde VUCA, c'est important d'avoir des gens qui aident à éclairer, à montrer et à maîtriser cette complexité et à préparer donc les évolutions et à aller donner un cap pour la transformation de l'entreprise. Alors, on va parler quand on parle d'architecture d'entreprise, on va parler souvent d'approche systémique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on voit l'entreprise comme étant un système. Donc, pour des professionnels du système d'information, ça c'est une approche classique, puisque vous voyez dans l'ellipse rouge, historiquement, on a considéré le SI comme un système, avec une composante matérielle, où on gère son infrastructure, avec une composante logicielle, on va gérer ses différentes applications et les interactions qu'elles ont entre elles. Dans une démarche d'architecture d'entreprise, on va généraliser ça sur le système entreprise, c'est-à-dire intégrer aussi une dimension, on va dire, non technique, qui est l'organisation, les processus de l'entreprise. Et on pourra avoir aussi donc, une activité d'architecture, de modélisation et d'optimisation, non seulement de l'IT, mais aussi de l'organisation des processus et des rôles des acteurs humains dans cet ensemble. C'est donc l'ellipse bleue qui généralise notre approche systémique à toute l'entreprise. Deux paramètres importants à prendre en compte. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire être capable de gérer les échanges qu'on va avoir avec nos partenaires et avec nos clients. Donc ça aussi, ça rentre dans le cadre d'une démarche d'architecture d'entreprise, c'est d'anticiper comment on va harmonieusement pouvoir échanger avec des partenaires. Et puis en même temps, garder toujours en tête l'importance de la sécurisation de tout ça. On a des contraintes réglementaires et des enjeux business forts dans la sécurisation de toutes les données qu'on est amené à gérer dans notre système d'information. Slide suivante. Voilà, donc dans ce contexte-là, que fait l'architecte d'entreprise ? Donc, quand on fait de l'architecture d'entreprise, on contribue de manière importante à l'adoption des technologies par l'entreprise. Donc, les architectes d'entreprise ont un rôle de veille technologique, être capable d'expliquer et de vulgariser les technologies au service de l'entreprise, d'identifier les technologies qui ont un rôle à jouer pour l'entreprise, et donc identifier ces briques de base qui pourront être intégrées dans notre système d'information. Il y a un travail sur la cartographie, la formalisation des capacités actuelles de l'entreprise, la modélisation des processus, par exemple, la modélisation également du système d'information tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on va décrire notre existant et on va aussi décrire des scénarios d'évolution possibles en proposant différentes cibles pour l'entreprise et son système d'information et aider les décideurs à choisir les options stratégiques et planifier les projets qui vont permettre de mettre en œuvre cette cible. Donc, je dirais que l'architecte d'entreprise va aider les décideurs et ensuite les équipes projets à faire les choix et ensuite à mettre en œuvre les projets qui permettent de réaliser la cible qu'on s'est donnée. Donc, l'architecture d'entreprise a un rôle qui est intimement lié donc, à la stratégie de l'entreprise, dont finalement il permet la mise en œuvre opérationnelle en cadrant l'ensemble des projets qui vont nous permettre d'atteindre la cible. Alors, slide suivante. Alors, on parlait du digital tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que se poser la question comment les architectes d'entreprise peuvent continuer à contribuer dans le contexte actuel. Ce qu'on a vu sur le schéma précédent, c'est qu'on définit une stratégie, on a un existant, et puis on se donne une feuille de route de transformation. Ça, c'est de plus en plus compliqué à faire dans un monde VUCA. C'est-à-dire qu'avoir de la visibilité à 5 ans, ce n'est plus possible. Donc, il faut qu'on soit plus itératif et on ne peut pas chercher forcément à faire une feuille de route figée dans le marbre sur 2 ans ou 3 ans. Donc aujourd'hui, les entreprises généralisent les approches agiles,
donc sur tous leurs projets. Et dans une approche agile, on a tendance à s'adapter en permanence au contexte et donc à pas trop vouloir planifier à l'avance. Donc un certain nombre d'entreprises sont dans des situations où finalement on challenge beaucoup les architectes en leur disant vous nous proposez un travail un petit peu théorique de vision long terme de où est-ce qu'on va aller, mais en fait on ne sait pas où on va aller et donc il faut plutôt développer cette vision de manière progressive et itérative au fur et à mesure de l'évolution de nos projets. Donc, dans ce contexte où tout le monde fait de l'agile, la flèche qu'on voit là sur la droite en rouge oppose finalement deux approches qui sont différentes de l'architecture. Le big design upfront, c'est faire toute la conception en amont, et c'est comme ça qu'on faisait de l'architecture historiquement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait défini nos priorités stratégiques, qu'on avait validé des projets, il fallait faire la conception générale, ce que les Anglais appellent le high-level design de la solution. Et donc, les architectes étaient énormément mobilisés en amont. Et ensuite, on avait des équipes de mise en œuvre qui passaient à la réalisation de ce qu'avaient pensé les architectes. Très analogique finalement avec ce qui se passe dans le monde de la construction, où l'architecte fait les plans et ensuite les équipes de mise en œuvre construisent le bâtiment. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on va fonctionner de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va continuer à dessiner une vision et à faire une conception générale, mais peut-être plus légère, et favoriser ce qu'on appelle la conception émergente ou l'architecture émergente, c'est-à-dire une architecture qui se construit au fur et à mesure des itérations pendant le projet. Donc finalement, l'activité d'architecture va être beaucoup plus proche des projets, va se diluer aussi un petit peu dans le temps. On en fait toujours pour donner une vision d'ensemble au début, mais après, il y a une forte interaction avec les équipes projets. Il y a des choix d'architecture qui se font au fur et à mesure des itérations en fonction de ce que construit l'équipe. Et donc, on va rapprocher les architectes des équipes de réalisation et on va étaler le travail d'architecture tout au long des différentes itérations. Néanmoins, et ça fait partie des difficultés que rencontrent les entreprises qui font de l'agile, certaines ont décidé d'arrêter de faire de l'architecture et elles s'en mordent les doigts. C'est-à-dire que l'architecte continue d'avoir un rôle pour aider les équipes projets à faire les bons choix au fur et à mesure de leurs itérations. Donc, on a toujours besoin des équipes d'architecture pour nous aider à trouver le cap. Simplement, ils vont le faire de manière beaucoup plus interactive avec les équipes projets. Alors, on a d'ailleurs une étude de McKinsey très intéressante qui est sortie fin 2016 qui explique très bien que dans l'environnement digital dans lequel on est, la multitude de technologies qui émergent perdent un petit peu les entreprises qui ne savent pas quoi faire avec ces technologies, qui ne les comprennent pas d'ailleurs toujours très bien. Et un des rôles des architectes d'entreprise qui est remis au goût du jour avec le digital et qui est bien mis en avant par cette étude, c'est être capable de vulgariser, d'expliquer, de dire ce qu'on peut faire avec ces technologies dans l'entreprise et à faire des choix et à aider l'entreprise à investir sur les bons cas d'usage pour les différentes technologies dans son secteur d'activité. Et donc, traiter la complexité, l'étude montre très bien l'augmentation de la complexité dans un monde digital et donc l'intérêt fondamental d'avoir des architectes pour essayer de traiter cette complexité, maîtriser cette complexité et aider l'entreprise à avancer malgré tout ça. Et donc, plus que jamais, dans un monde digital, on a besoin d'architectes d'entreprise. Leur fonction évolue. Il faut qu'ils se mettent à jour aussi. Mais on en a besoin comme guide pour faire les bons choix et avancer au bon rythme avec cette exigence d'agilité. Slide suivante. Alors, un petit point sur la loi de Conway. Pourquoi je vous parle de la loi de Conway? Parce qu'en fait, alors c'est relativement ancien. Conway disait en 67 qu'il y a un lien étroit entre les structures organisationnelles des équipes projets et l'architecture des systèmes qu'ils construisent. Vous avez 4 équipes d'ingénieurs, vous aurez bizarrement un système avec 4 modules. Il y a une espèce de relation de bijection entre l'organisation des équipes et les systèmes qu'ils construisent. Aujourd'hui, si vous voulez fonctionner dans un mode agile généralisé, c'est-à-dire que vous avez 5, 10, 15, 20, 50 équipes agiles qui chacune produisent une petite partie de votre système, il va falloir
réfléchir à l'architecture du système qu'ils sont en train de construire, faire les bons découpages entre les différents sous-modules. Et typiquement, on le voit très bien aujourd'hui chez les pure players du digital, ils fonctionnent tous en agile parce que ça a beaucoup de vertus, ça permet de donner de l'autonomie aux équipes qui peuvent prendre chacune un certain nombre de décisions et donc aller vite. Mais en même temps, il faut qu'elles soient coordonnées. Pour qu'elles soient coordonnées, il faut qu'il y ait une architecture globale qui ait été pensée. Ici, vous avez un exemple typique qu'on trouve dans les startups du numérique où on développe en agile des architectures de type microservices, hein, où donc on a ventilé les différents microservices sur différentes équipes agiles. Il y a quand même eu à un moment donné un acte de conception d'architecture d'ensemble de ces différents microservices et de comment ils interagissent entre eux. Donc l'acte d'architecture est extrêmement important pour permettre ensuite aux différentes équipes agiles de fonctionner en autonomie, de pouvoir avancer à leur vitesse et qu'on contribue à créer ce système qui est en évolution permanente au rythme qui est imposé par le monde VUCA. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'agile sans faire de l'architecture, et l'architecture doit aujourd'hui s'adapter à un monde où on fait majoritairement de l'agile. Voilà. Alors, slide suivante. Donc, le rôle de l'architecte, il évolue. Hein, ça, c'est notre conviction. C'est-à-dire qu'on a été pendant longtemps dans une approche où le rôle des architectes était de sélectionner un certain nombre de technologies, de principes d'architecture et d'imposer ces principes d'architecture aux équipes projets. Donc, finalement, définissait les normes que devaient appliquer les équipes projets dans leur réalisation. Aujourd'hui, de plus en plus, on va déléguer un certain nombre de responsabilités de choix de conception aux équipes projets. On va fixer un cadre. On va aider les équipes projets ensuite à être efficaces et à prendre leurs propres décisions. Donc, on a cette évolution où l'architecte, dans sa tour d'ivoire qu'on a pu connaître à une certaine époque, va devoir aller sur le terrain, fonctionner opérationnellement avec les équipes projets, les aider à prendre des bonnes décisions et faire évoluer aussi les principes d'architecture qu'on applique dans l'entreprise en fonction de ce qu'il voit sur le terrain. Donc, et être pragmatique, hein, et passer d'un rôle d'architecte censeur à un rôle d'architecte coach, c'est-à-dire facilitateur d'un certain nombre de prises de décision dans les équipes projets, animateur d'une communauté finalement d'équipes qui vont partager leurs expériences et faire des choix d'architecture qui émergent du terrain. Et donc, c'est une façon un petit peu différente de fonctionner. Hein. Donc, ça veut dire que les architectes doivent travailler des nouvelles compétences, beaucoup plus de soft skills, hein, qui vont leur permettre d'animer finalement les équipes sur le terrain, de faire passer un certain nombre de préconisations et en même temps de faire remonter un certain nombre de bonnes pratiques des équipes et de les partager avec d'autres équipes. Donc, on croit beaucoup à ce rôle d'architecte coach plus que d'architecte censeur comme il a pu être pendant de longues années. Voilà, donc il va falloir, je dirais, renforcer un certain nombre de compétences historiques des architectes et puis développer de nouvelles compétences. Un point qui est important, c'est que l'architecte d'entreprise, il doit être à jour des dernières technologies, des dernières pratiques d'architecture, logicielles, matérielles, et il doit maîtriser donc ces nouvelles technologies digitales. Donc, nos échanges avec les architectes d'entreprise en poste montrent qu'ils ont un effort, je dirais, de veille et d'auto-formation à faire pour maîtriser ces technologies, pour être capable d'en parler avec les différents acteurs des équipes projets. En même temps, un certain nombre de fondamentaux sur la cartographie du système d'information, la modélisation des processus, de l'existant vers la cible, c'est quelque chose qui continue d'exister et qu'il faut continuer d'animer. Et on voit qu'il y a vraiment des compétences comportementales importantes, la capacité à communiquer, à échanger, à faire travailler ensemble les différentes équipes. C'est un rôle véritablement de lien, d'échange pour fournir une vision globale et partagée de l'entreprise et de ses systèmes d'information. Donc, ce n'est pas un rôle uniquement technique, hein, il y a aussi énormément de communication qu'il faut intégrer dans l'équation.
Alors, au niveau des compétences qu'on voit en architecture, donc si on déroule un petit peu la slide, donc on voit que le métier d'architecte, c'est un métier où il faut de la rigueur, il faut une capacité à synthétiser, une capacité à modéliser, une capacité à avoir une vision globale, à voir les interactions entre les différents sous-systèmes. Également, donc, travail de conception, d'être capable de définir une cible, éminemment important, mais également des compétences comportementales, savoir écouter, savoir convaincre, savoir communiquer, être pluridisciplinaire, c'est-à-dire pas prendre en compte que des paramètres techniques, hein, la performance des systèmes, mais également leur efficacité économique, hein, donc une dimension financière et puis une dimension organisationnelle et humaine. Tous les choix d'architecture qu'on fait auront des impacts sur l'organisation, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, c'est à prendre également en compte. Donc, il nous faut des gens qui ont cette hauteur de vue-là, hein, et ça fait partie donc des éléments qu'on va mettre en avant dans nos formations. L'architecte d'entreprise, il partage toutes ses compétences avec les autres types d'architectes, hein, mais je dirais qu'il a en plus une nécessaire vision stratégique, hein, d'où est-ce que veut aller l'entreprise et une capacité donc à aider l'entreprise à définir ses feuilles de route de transformation qu'on n'a pas forcément chez tous les architectes. Slide suivante. Alors, du coup, on a partagé un petit peu notre vision de ce qu'était l'architecture et en particulier le métier d'architecte d'entreprise. Donc, cette vision-là, on la diffuse dans un cursus de formation qui s'appelle donc l'Executive Certificate Architecture d'entreprise, qui est un cursus de formation en 10 jours sur 2 mois. Et donc, je vais passer la main à Jacques pour vous décrire un petit peu ce cursus. Alors effectivement, rassurez-vous, tout ce qu'a décrit Pierre-Frédéric ne sera pas couvert dans le cadre de ce cursus, puisque l'architecture d'entreprise, comme vous l'avez compris, elle couvre l'ensemble de toutes les possibilités que le système d'information sollicite dans ses transformations et dans ses évolutions. Néanmoins, on a voulu faire ce cursus qui est assez unique sur, je dirais, le périmètre que l'on peut avoir en France au niveau du public. Donc le public visé, c'est effectivement toutes les personnes. Slide suivant, on y est, oui. C'est toutes les personnes qui sont sensibilisées à cette problématique de vision transverse du système d'information, non pas simplement dans son utilisation, mais surtout dans son évolution. Beaucoup d'entreprises sont coincées avec des systèmes d'information où il y a des problèmes d'évolution, avec des problèmes d'application qui échangent avec plein d'autres applications. Et dès qu'on veut bouger quelque chose, on a du mal à bouger dans la toile d'araignée de ces systèmes. La problématique, donc, par rapport à ça, tout le public que nous pouvons viser, c'est effectivement ces gens qui ont été sensibilisés au travers de leur activité dans le cadre des systèmes d'information. Donc, bien évidemment, les architectes, mais toutes les personnes qui sont depuis l'exploitation jusqu'à la transformation avec les projets et tout, sont sensibilisées. Et on a aussi côté maîtrise d'ouvrage l'aspect de sensibilisation qu'on peut avoir sur toutes les problématiques métiers pour le dialogue avec les techniciens, entre guillemets, de l'informatique. Donc, on va avoir, par rapport à ce public, effectivement une petite sélection, parce qu'il est évident qu'on a une portée de discours qui nécessite quand même de vérifier qu'on s'adresse bien à des personnes qui vont comprendre ce discours. Ce serait dommage que quelqu'un participe à ce cursus et soit effectivement décalé par rapport à la compréhension qu'il pourrait en avoir. Donc, nous nous assurons par rapport avec votre CV et une lettre de motivation qu'effectivement, on est bien avec des personnes qui vont pouvoir entendre notre discours. Slide suivant. Donc les objectifs, c'est vraiment c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 semaines entre guillemets qui sont coupées dans le temps. L'objectif, c'est effectivement une sensibilisation, mais c'est également principalement vous allez avoir un partage aussi avec des collègues, c'est-à-dire vous allez avoir des gens qui vont vous donner une vision de ce qu'ils ont comme problème au travers de leur système d'information, puisque vous allez être plusieurs dans le cadre de cette session, et vous allez avoir des jeux, des études de cas, des jeux de rôle. Et au travers de ça, l'objectif, c'est effectivement de vous donner des terminologies classiques de l'architecture, avoir une vision de l'historique de cette architecture d'entreprise, vous donner les différents cadres qui peuvent exister et, comme l'évoquait Pierre-Frédéric, aborder cet aspect modélisation qui est la clé de voûte un petit peu d'un langage universel pour que tous les gens qui interviennent sur le système d'information
parle de la même chose. Faire de l'agile, comme il l'évoquait, est tout à fait compatible avec l'architecture, mais il est très important que des deux côtés, les personnes qui font de l'agile et les personnes qui font de l'architecture, parlent le même langage. Et on est là sur les, je dirais, clés de voûte de l'architecture d'entreprise. Ensuite, il est effectivement très important, maintenant que le temps est compté à toutes les entreprises, de définir quelles sont les bonnes actions à faire au bon moment dans le cadre de la transformation du système d'information. Vous avez plein d'entreprises qui, effectivement, rencontrent des gros problèmes parce que l'évolution de leur système d'information n'est pas en phase avec l'évolution de leur métier. Ensuite, il est évident qu'au sein d'une entreprise, si vous êtes en train de travailler dans une entreprise, vous avez certainement des problématiques de décision au travers de qu'est-ce qu'on fait avec telle application, qu'est-ce qu'on fait avec tel utilisateur sur telle utilisation de telle application. Tout ça, ça touche la gouvernance et c'est un des autres aspects fondamentaux, c'est que toutes les personnes acteurs dans l'entreprise doivent être sensibilisées à qu'est-ce que ça veut dire de gérer son système d'information et de le faire évoluer. On ne fait pas bouger une voiture sans imaginer la contrainte que ça peut avoir de rouler avec. C'est pareil avec le système d'information, le faire bouger, c'est pas anodin. Alors par rapport à ça, on vous propose un cursus, slide suivant, sur 3 grandes parties, sachant qu'au préalable, ce qui est très important, c'est qu'on vous lance dans la nature avec un outil Internet qui va vous permettre de pouvoir passer en revue un certain nombre de documents avec donc des commentaires qui sont faits d'ailleurs par Pierre-Frédéric et qui vont vous donner la possibilité de faire ce qu'on appelle la classe inversée. On est dans une dimension où, en fait, quand vous allez arriver pour le premier module, les fondamentaux, vous allez arriver avec beaucoup d'informations dans la tête, beaucoup de questions, suite à effectivement cette visite guidée que vous aurez fait vous-même tout seul dans notre outil pédagogique. Alors les fondamentaux, on va principalement se faire une étude de cas qui va vous permettre d'être complètement dans un jeu de rôle, sensibilisé à c'est quoi les problèmes entre la stratégie d'entreprise et le système d'information qui ne veut pas bouger ou qu'on doit faire évoluer quand même. Et les technologies qui nous obligent à effectivement, alors qu'on ne voulait pas bouger, on est obligé de bouger parce qu'il faut défaire la tente et l'implanter ailleurs, il y a le cours d'eau qui a bougé. Donc ça, c'est pendant ces 2 jours. On va vous voir ensemble aussi et revoir ce que vous avez pu visiter tout seul et effectivement répondre à toutes vos questions. La deuxième partie du cursus, je dirais qu'elle va aborder cette fameuse clé de voûte, c'est que le système d'information, pour le comprendre dans sa complexité, on va modéliser, on va utiliser donc des approches de modélisation et on va utiliser donc des outils du marché qui vont vous permettre d'avoir des possibilités de faire des cartographies, de représenter les différents morceaux qu'on a évoqués, hein, aussi bien la partie logicielle applicative que les processus, que l'organisation. Et toutes ces cartographies qui représentent l'existence sont aussi utilisées pour représenter les cibles que l'on peut avoir dans le changement qu'on veut mener. Et l'intérêt de partage de ces cartes, bien évidemment, c'est le fait que les équipes agiles qui sont, elles, dans le guidon de développer vite des story users de nos chers utilisateurs, ils auront des cadres de développement qui leur seront indiqués grâce à ces cartographies. Donc c'est important pour ça, effectivement, de partager des outils de représentation du système d'information que tout le monde comprend. Donc par rapport à tout ça, vous aurez vraiment 5 jours où là, vous toucherez du concret, les outils et vous aurez des exercices correspondant à ça. La dernière partie du cursus s'articule sur la dimension fondamentale que dans l'entreprise, il n'y a rien qui se fait sans décision. Donc toute décision n'est pas au hasard, bien évidemment, c'est l'art de gouverner. Et cette gouvernance avec l'architecture d'entreprise, elle est d'en haut, bien évidemment, puisque c'est le patron qui décide, mais elle est aussi d'en bas, puisque le patron doit aussi écouter ce qui se passe, je dirais, à tous les niveaux de son entreprise. Donc cette gouvernance, derrière, il y a des cadres de gouvernance qui s'adaptent à l'architecture d'entreprise et il est clair qu'effectivement l'architecture d'entreprise ne peut pas vivre sans effectivement cette dimension, je dirais, où tous les décideurs et tous les maillons de l'organisation de l'entreprise sont partie prenante sur ce sujet. Slide suivant. Alors si je veux bien. Bon.
Donc, je vous ai évoqué les modalités pédagogiques de la classe inversée. Donc, c'est simplement le fait qu'au lieu d'aller à l'école, c'est l'école qui vient à vous. Vous êtes dans une dimension où, chez vous, vous allez pouvoir effectivement potasser les cours. Et derrière, quand vous viendrez à l'école, pas l'école, mais à Centrale Supélec, on sera là pour effectivement, un, répondre à toutes les questions et deux, pratiquer ce que vous aurez appris. Donc, ça se fait de façon assez simple et vous verrez, généralement, les échos ne sont pas mauvais. La deuxième chose, c'est que cette plateforme donc, est à votre disposition pour à la fois vous donner toute la matière, entre guillemets, à regarder, des documents, des vidéos. Vous pouvez partager entre vous et discuter entre vous. Et derrière, vous pouvez faire des auto-évaluations, c'est-à-dire que vous regardez si vous avez à peu près compris et retenu ce qui est expliqué dans certains des documents et vidéos par des quiz. Alors ensuite, on a une petite évaluation qui est faite en fin de cursus, puisque ce cursus est diplômant, vous aurez un certificat. Ce certificat vous permet effectivement de montrer que vous avez une sensibilisation forte maintenant à ce que c'est que l'architecture d'entreprise, et il est parfaitement reconnu dans le monde des entreprises françaises. On est sur quelque chose qui est tout à fait valable. Donc c'est formel, hein, je peux vous dire que les gens travaillent vraiment et il y a une préparation d'une étude de cas qui est faite en équipe et que chacun présente ensuite avec une petite soutenance. Alors les différents intervenants de cette formation sont des intervenants très expérimentés, donc c'est des professeurs de l'école, c'est des professionnels qui sont complètement dans l'architecture d'entreprise depuis 10, 20 ans, 30 ans. Sachant que l'architecture d'entreprise n'a pas plus de 35 ans, hein, quand même, je vous rappelle. Et tout ça, ça permet de marier effectivement à la fois les éléments un petit peu pédagogiques, mais aussi le concret de la pratique en terrain. Parce que bien évidemment, l'architecture d'entreprise n'existe que parce que on se rend compte que les systèmes d'information sont complexes et qu'on doit maîtriser cette complexité. Alors, le planning de la session de l'année prochaine, à la rentrée, hein, rentrée scolaire au sens étudiant, vous allez avoir ce lancement de la classe inversée qui aura lieu le 30 septembre. Donc, le 30 septembre, on se rencontre en visio et on lance le fait que vous pourrez utiliser l'outil après vous être inscrit et donc avoir validé cette inscription avec nous. Vous avez cet outil qui est mis à votre disposition pendant quasiment 4 semaines, 3 semaines, on va dire, avant vraiment d'aller en session à partir du 17 octobre. Premier fondamentaux, deuxième modélisation d'entreprise, donc là on a un mois un petit peu décalage, 18 novembre, donc une semaine entière, et troisième module, 11 décembre. Donc vous voyez que ça se couvre sur le dernier trimestre de l'année 2019, et l'objectif c'est effectivement de vous permettre d'apprendre petit à petit et d'avoir un acquis qui vous reste ensuite. Bien évidemment, le seul matériel demandé, c'est de vous apporter un PC portable ou une tablette, puisqu'on travaillera avec des connexions Wi-Fi. Voilà. Donc, je crois que derrière, on est avec une possibilité. Donc, on avait parlé des conditions d'admission, bien évidemment. Donc, on en a parlé. Et maintenant, je vous propose justement par rapport à ça, ce qui nous paraissait important, c'est qu'on a la chance d'avoir quelqu'un avec nous qui s'appelle Vincent, dont on a présenté le profil tout à l'heure, hein, qui travaille dans l'architecture d'entreprise et qui va vous faire un petit retour d'expérience, puisque lui aussi a suivi ce cursus l'année dernière. Oui, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Très bien. Très bien. Je vais répondre un petit peu aux questions. Profil et parcours. Oui, je suis à la base un ingénieur dans l'électricité. Et puis, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur de production dans le secteur bancaire. Ensuite, bon, j'ai évolué au fur et à mesure et je suis devenu architecte d'entreprise au fur et à mesure des années. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est assez récent et qui, comme il est récent, il y a très très peu d'informations, je dirais, disponibles sur le marché. Et quand j'ai essayé de trouver une formation, et c'est la seule formation qu'Internet m'est ressortie, c'est la formation Centrale Supélec. C'est pour ça que j'étais intéressé par faire cette formation, c'est pour avoir une vue complète. Et puis bon, je connaissais l'école la réputation de l'école qui est très très sérieuse, hein, effectivement, et qui m'a forcément motivé à suivre cette formation qui se passe sur 10 jours. Alors, je vais répondre à la question pourquoi cette formation. C'est pour avoir une vue un petit peu complète de la méthodologie, un peu de revoir un petit peu l'état de l'art, hein, en fait, hein, de ce qui se passe sur ce métier.
c'est vrai que quand on cherche sur Internet, ça part un petit peu dans tous les sens. Là, c'était vraiment pour revoir un petit peu les fondamentaux, pour revoir un petit peu toutes les méthodologies. Donc là, Jacques vous l'a présenté. C'est vrai qu'on revoit un petit peu toute cette méthodologie. Je dirais le plus important aussi, c'est d'avoir un petit peu le retour d'expérience. C'est ça aussi que j'attendais de ce genre de formation, c'est de pouvoir partager dans une salle avec une quantité réduite de personnes, hein, parce que voilà, on est à peu près une dizaine, une quinzaine de personnes, de pouvoir échanger sur son expérience personnelle, enfin professionnelle, et puis chacun peut partager son expérience, ses difficultés, comment il voit les choses, etc. Et c'est assez intéressant là-dessus, je dirais, d'avoir ce retour d'expérience. Bon, c'est des gens, effectivement, le profil dans la classe avec qui j'étais, c'était des gens assez expérimentés qui avaient passé une grande partie de leur carrière dans la même société et qui étaient devenus architectes d'entreprise parce qu'ils avaient une connaissance aussi du patrimoine de la société. Hein. C'est un peu comme ça qu'on devient un peu architecte d'entreprise, hein, aussi. C'est par ce biais-là, ça peut arriver comme ça. Et donc, du coup, là, effectivement, ils ont une expérience un petit peu de ça et ils viennent aussi quérir des informations parce que quelquefois, on se trouve à un point où on a besoin de retrouver une méthodologie et puis d'avoir un état de l'art aussi. Donc ça, c'est très important et franchement, c'est ça qui m'a plu. La partie aussi qui m'a plu, je dirais, c'est un peu aussi l'étude de cas. Hein, c'est ce que disait Jacques, c'est que effectivement, on travaille sur des études de cas. Donc là, ça permet vraiment d'échanger sur du concret. Hein, là aussi, quand on regarde un petit peu ce qu'il fait sur Internet, je parle un peu pour ma propre expérience. Hein. Vous me coupez hein, si vraiment, si ça va pas, mais je parle un petit peu pour moi, mais clairement, on part très très vite dans la théorie. Et le fait d'avoir un petit peu des cas concrets, de pouvoir échanger sur quelque chose de vraiment qu'on peut vraiment sentir, ça c'est quelque chose qui est très sympathique. Ça permet d'échanger et d'avoir des avis un petit peu contradictoires. Hein, on a tous des avis différents. Et là aussi, ça c'est très intéressant. J'avoue que c'est vraiment cette formation, c'est pas quelque chose où vous écoutez l'enseignant et puis vous repartez en prenant des notes. Je pense que c'est vraiment il y a cette volonté aussi un petit peu de participer. Chacun participe, chacun échange, chacun voit un petit peu comment il peut appliquer les choses qu'il a appris durant le cours ou comment il peut améliorer aussi un petit peu sa façon de travailler. Ça c'est intéressant, c'est ce que vraiment on peut apporter à cette formation. Voilà comment je le conçois. Merci bien Vincent de ce retour, je dirais, concret. Alors maintenant, on peut passer à une petite séance de la part de nos auditeurs de questions. Donc, je crois que nous en avons un certain nombre. Donc, je vais passer la main à Pierre-Frédéric. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Vincent à l'instant. Il a utilisé le terme état de l'art et je pense que c'est un point qui est important parce que souvent on nous demande qu'est-ce qu'on pense de tel ou tel cadre méthodologique en architecture d'entreprise comme TOGAF ou autre. Notre objectif avec la formation, c'était vraiment de simplifier les choses et de faire une synthèse. Donc c'était on a publié plusieurs livres blancs sur ces sujets-là et on a étudié un petit peu tout ce qui était disponible sur le marché pour faire de l'architecture d'entreprise et on a essayé de restituer une synthèse cohérente de l'ensemble de ces pratiques-là, de repositionner ces différents cadres méthodologiques les uns par rapport aux autres et de donner des bonnes pratiques. Donc voilà, donc ça ne sera pas une formation à un cadre en particulier, hein, c'est plutôt une compilation et une synthèse de toutes les bonnes pratiques d'architecture d'entreprise et qui viennent du terrain, également de la part de nos formateurs, et le tout mis en pratique effectivement dans des études de cas concrètes, hein, et pas que de la théorie. On a essayé de repousser au maximum la théorie dans la classe inversée, dans les points en amont, et ensuite de travailler sur des cas concrets par la suite. Alors, je prends les questions au fur et à mesure où elles se présentent. Alors, j'ai une question sur est-ce que
il est possible de faire de l'architecture d'entreprise en tant que débutant? Donc ça, c'est une question qu'on a régulièrement, notamment de la part de nos plus jeunes étudiants. Alors, il se trouve que c'est un sujet, effectivement, sur lequel on fait des initiations avec des jeunes. Hein. On a d'autres formations comme des masters spécialisés ou même dans le cycle ingénieur où on forme, on initie, je dirais, à la thématique de l'architecture d'entreprise. C'est quand même un sujet sur lequel, c'est aussi une remarque que faisait Vincent tout à l'heure, hein, c'est important d'avoir un certain recul, une certaine connaissance du patrimoine de l'entreprise, avoir vécu un certain nombre de projets pour comprendre les difficultés qu'on peut rencontrer, les interactions entre les projets et entre les différentes parties du système d'information, et avoir finalement le temps de prendre du recul. Hein. Donc, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les architectes d'entreprise en poste, c'est plutôt des gens qui ont 15-20 ans d'expérience que des débutants. Je nuancerai néanmoins ma réponse en disant que on a vu des jeunes consultants, notamment dans des sociétés de services ou de conseil, qui accompagnent des entreprises dans un déploiement d'une démarche d'architecture d'entreprise. On a vu des jeunes consultants s'en sortir très bien. Donc, on peut quand même ambitionner de faire de l'architecture d'entreprise dès la sortie de l'école, mais on va être plutôt sur voilà, des fonctions de consultant junior. On peut être aussi travailler sur de la modélisation d'entreprise, hein, tout à fait. Donc on en rencontre un certain nombre, mais les gens qui sont en poste en entreprise sont plutôt des gens assez expérimentés. Alors ensuite, ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je ne vois pas d'autres questions dans mon fil. Oui. Moi, j'ai peut-être une question, si ça vous... Oui. Pourquoi pas. Est-ce que aujourd'hui, il y a plus en plus d'architectes d'entreprise qu'il y a 5-10 ans? Est-ce que vous le constatez au niveau des demandes de formation, des choses comme ça, en fait? C'est plutôt, c'était ma question. Je vais passer la main à Jacques. Alors, c'est très simple. Quand on regarde ne serait-ce que tout ce qui est recherche d'emploi, les offres d'emploi concernant l'architecte se sont multipliées parce qu'effectivement, la complexité, on demande des architectes aussi bien techniques, métiers, fonctionnels, logiciels. L'apparition maintenant des offres d'emploi d'architectes d'entreprise se fait depuis, je dirais, à peu près une dizaine d'années. Et je trouve qu'elle s'accentue maintenant depuis 5 ans. On est sur quelque chose qui est maintenant, par rapport aux grandes entreprises, puisque c'est elles qui sont les utilisateurs principaux de ces profils, on a cette demande très forte. Et la problématique qu'ont les entreprises, c'est qu'effectivement, former quelqu'un en interne n'est pas forcément très simple. Et elles ont besoin d'aller chercher des gens aussi expérimentés, comme l'évoquait Pierre-Frédéric. On peut faire l'architecture d'entreprise quand on est jeune novice, mais avoir un architecte d'entreprise qui va prendre les rênes et piloter un certain nombre de décisions qui sont à des portées fortes sur la transversalité touchant le système d'information, ça demande des gens qui ont effectivement de la bouteille, mais en même temps une vision, je dirais, de coach qui permet d'animer cette dimension d'architecte. Donc, par rapport à ta question, Vincent, ça se développe et je dirais que ça va avec la complexité croissante, c'est-à-dire que les architectes, il y en aura de plus en plus parce que on est dans un monde de plus en plus complexe et ça ne va pas s'arrêter pour moi et on va avoir besoin effectivement de personnes capables de digérer très vite les nouvelles évolutions techniques, puisque maintenant on a des évolutions digitales qui sont vraiment très 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 rapides. Donc ça va nécessiter en fait à la fois des gens qui avant s'appelaient directeurs techniques, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient une veille techno sur des sujets divers et variés, mais en parallèle on va avoir des animateurs du système d'information et de son utilisation. Parce que de plus en plus les métiers vont être exigeants sur la rapidité de la satisfaction de leurs besoins. Oui, je voudrais compléter cette réponse. Si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le digital, que la technologie est partout, hein, donc de plus en plus les entreprises elles ont besoin
de leaders qui ont à la fois une compréhension de la technologie et du business. Hein. Et généralement, c'est une des compétences qu'on recherche chez les architectes d'entreprise, c'est qu'ils ont cette capacité à la fois à comprendre les nouvelles tendances des technologies et qu'est-ce qu'elles peuvent changer pour mon entreprise. Et en même temps, ils ont une compréhension du métier de l'entreprise, des enjeux business, et donc ils sont capables à la fois d'expliquer les technologies au métier, et en même temps de travailler avec les métiers sur les cas d'usage de ces technologies. Et donc quelque part d'aider l'entreprise à se saisir de ces nouvelles technologies du numérique et à définir une stratégie qui utilise ces technologies-là. Donc ce rôle est un rôle important et on est vraiment sur un métier qui est à la croisée des chemins entre le SI et le métier. Hein, et on attend vraiment les architectes d'entreprise sur ces sujets-là. Voilà pour les questions. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Donc, une petite phrase de conclusion là-dessus. Donc, vous aviez à l'écran le contact de Rania Waret, hein, qui est la personne qui peut répondre à toute question sur l'information, sur les inscriptions, sur les modes de financement possibles pour la formation. Donc, n'hésitez pas à la contacter directement si vous avez la moindre question. Pour des questions sur le contenu pédagogique, ça sera relayé vers nous. Hein, donc, on pourra répondre également à vos questions ultérieurement si vous en avez. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation. On reste à votre disposition en espérant vous rencontrer bientôt sur les bancs d'école pour parler d'architecture d'entreprise. Au revoir.